Quid de la condition des droits de l'homme, mais aussi de la protection des droits humains? Qui est censé protéger les droits humains et quels sont les instruments juridiques en faveur de la protection des droits humains? Nous en parlons à travers ce nouveau numéro de votre magazine Droit pour tous. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Et sur ce plateau, un invité pour vous. Il s'agit d'un acteur de droits de l'homme. Il est le coordonnateur de la Coalition pour la sauvegarde des droits humains. J'ai parlé de M. Karl Moïse Balimba. Monsieur Karl, bonjour. Bonjour Monsieur Nico Kassanda. Comment vous allez? Je vais bien, merci, plaise à Dieu. Alors nous sommes très contents de vous avoir pour la première fois sur ce plateau de Droit pour tous pour parler évidemment des droits humains. Le plaisir est partagé. Je me sens toujours à l'aise quand je parle de droits humains parce qu'il s'agit là de ma seconde nature. Donc j'en ai fait une nature. Ma lutte, presque j'y ai consacré ma vie et donc à militer pour la promotion, agir en faveur de la protection des droits humains et en majorité les droits économiques, socioculturels que j'appelle les droits orphelins, les droits des faibles, le droit des discriminés. Pourquoi? Eh bien, parce que, comme vous le savez, avec moi, vous verrez la majorité des protecteurs de droits humains, ils sont beaucoup tournés vers, je crois que nous en parlerons, dans les générations de droits, ils sont beaucoup tournés vers les droits civils et politiques. Et pourtant, nous pensons que si les desks sont au rendez-vous, comme nous aurons à l'expliquer, même les droits civils et politiques auront le vrai sens en soi et iront de soi. Parce que dans les desks, il y a les piliers qui fondent la dignité humaine, alors qu'il n'y a point de droits humains qui ne puissent préserver la vie humaine d'abord, ainsi que la dignité de la personne humaine où qu'elle se trouve. Voilà, nous allons y revenir, mais nous allons prendre cet aspect d'actualité. Très récemment, le président congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, alors qu'il est intervenu au Conseil des droits de l'homme récemment tenu à Genève, en Suisse, il a tout haut parlé de l'amélioration systématique des droits de l'homme en République démocratique et du Congo. Réaction? Systématique, je ne saurais pas dire l'amélioration systématique des droits de l'homme, parce que là, encore faut-il comprendre beaucoup cette notion de droits de l'homme. Je dois avouer humblement et objectivement qu'il y a une certaine volonté manifeste qu'on voit dans l'agir ou dans les déclarations politiques, mais qui ne sont pas suffisants. Il y a peut-être aussi des efforts qui sont fournis, oui, on le sait, mais dire le droit humain, par exemple, dans un pays où on a des milliers de centaines de déplacés qui ne sont pas nourris, qui ne peuvent pas se faire soigner, qui n'ont pas à manger. Et qui n'ont pas aussi d'accès à l'éducation, parlant des élèves ou des enfants. Il n'y a pas que ça, et il n'y a pas que le déplacé, mais maintenant, même allons dans nos prisons, savez-vous qu'il y a des gens qui meurent de faim jusqu'aujourd'hui dans nos prisons. Et donc, il n'y a pas que de prisonniers, même des personnes libres, qui sont libres de mouvement, qui jouissent de tous les leurs droits civils et politiques. Est-ce qu'ils mangent suffisamment et de manière saine? Est-ce qu'ils accèdent aux soins de santé? Est-ce qu'ils ont accès à l'éducation, qui est un droit fondamental? Est-ce qu'ils ont un environnement sain? Est-ce qu'ils ont accès à l'emploi, au travail pour tous, sans toutes sortes de discriminations? Et donc, je crois que au-delà des efforts qu'on remarque aujourd'hui, oui, on peut dire des crispations de l'espace politique. On a vu des exilés politiques, certains, regagner le pays. On a vu certains politiciens libérés des prisons. Eh bien, oui, ça c'est à encourager, mais nous devons dire que le droit de l'homme ne se limite pas là-bas. Oui, on a vu, il y a tout récemment, changement au niveau de la Commission nationale des droits de l'homme. Oui, ça nous saluons, c'est un acte qui encourage. Oui, on peut dire qu'il y a eu, dans une certaine manière, une réduction de la répression par rapport au régime passé, on peut l'avouer, mais les droits humains ne se limitent pas à ce simple fait-là. Est-ce que vous savez que les gens qui payent de l'eau
qui payent des factures de la régie des eaux et qui n'ont pas été desservis en eau potable ou en courant, en électricité, mais payant des factures de la régie de la SNEL. Savez-vous qu'il s'agit d'une violation des droits humains? Est-ce que vous savez que la pauvreté elle-même, c'est une violation des droits humains, d'après les instruments juridiques internationaux et nationaux, y compris même notre Constitution, M. Kassanda? Et donc, j'avoue, j'ai eu à le dire, peut-être, je crois, dans une de mes interviews, que oui, je sais, j'avoue que ce n'est pas du seul fait des autorités congolaises que les droits humains sont systématiquement d'ailleurs violés en RDC, parce que le droit le plus ultime, c'est sur quoi se fondent d'ailleurs tous les textes des droits humains, c'est la vie, la préservation de la vie humaine. C'est comme ça, on l'a consacré, sacré. Et donc, je dis que c'est une responsabilité de la communauté internationale et de tous ces gens qui collaborent avec des États terroristes et qui agressent la RDC à travers le RDF, UPDF et M23 interposés. Donc là, au moins, parce que dans la défense des droits humains, il y a une collaboration internationale qui est obligatoire. On ne peut pas dire que ça, c'est le fait seulement d'un État, d'un seul acteur ou des seuls défenseurs des droits humains. Non, qu'il s'agisse de la Déclaration universelle des droits de l'homme ou du Pacte international des droits de l'homme, international des droits civils et politiques, ou alors qu'il s'agisse des instruments juridiques régionaux, et plusieurs Européens comme Africains, par exemple, ils reprennent cela, la collaboration, le concours des autres États pour promouvoir les droits humains. Mais dans la pratique, ce n'est pas ce qui est faisable. Prenons les cas de la RDC dont vous évoquez. Oui, dans les cas, je voulais vous dire, quel droit dépasse le droit à la vie? Quand vous lisez le DCP, le premier droit commun, le droit à la vie. Et nul n'est censé y porter atteinte. Parce que nul ne peut procurer la vie à quelqu'un d'autre. Mais des millions, c'est des douzaines de millions de morts qu'on perd à l'est du pays. Et la communauté internationale la ferme éperdument, même représentée avec l'ONU, la MONUSCO qui est là. J'ai entendu même ce débat au niveau du Conseil européen des droits de l'homme, du Parlement européen. Et tout ça, parler, on peut condamner et tout ça. Qu'est-ce qui est fait dans les actes? Quand on sait comment ces gens sont, par exemple, armés, et comment ils acquièrent des armes sophistiquées que le Rwanda ou l'Ouganda ne peuvent avoir, et tout ça, et même dans des caricatures des médias occidentaux, il faut voir qui a appelé M23. La RDC parle d'une agression étrangère, mais leurs médias, on parle des rebelles, donc pour les légitimer, pour le rendre des interlocuteurs valables du gouvernement congolais. Pendant ces temps, des vies sont fauchées, juste parce qu'il y a des industries qui doivent s'enrichir, qui doivent se donner des lucres, encore qu'il s'agit là encore de violations des droits humains et des crimes économiques imprescriptibles. Parce que le crime de pillage également est une violation grave des droits de l'homme, imprescriptible aussi. Le crime contre l'humanité. Le droit international humanitaire n'est pas au rendez-vous dans tout l'espace qui est occupé par le Rwanda. Voilà. Je pense qu'on y donc, reviendra. Là, je crois que, même si j'ai toujours dit que ça ne peut pas dédouaner l'État congolais qui a la responsabilité première, mais la communauté internationale, devant laquelle d'ailleurs s'exprimait le président en ce moment-là que vous avez évoqué, est là la charge, la responsabilité, tant en amont qu'en aval, de tout ce qui se passe par rapport à l'Est. Parce que la collaboration internationale est obligatoire, surtout quand il faut préserver les vies humaines en péril. Et là, il y a beaucoup à dire. Alors, prenons les cas qui est le nôtre en République démocratique du Congo. Qu'est-ce que l'État congolais doit faire pour justement améliorer la condition des droits de l'homme? Parce qu'il y a plusieurs aspects sur lesquels l'État doit travailler efficacement pour améliorer. Je suis peut-être revenu un peu en passant. Et il y a tout à revoir. Pourquoi? La liberté d'expression ou la liberté de manifestation, ce n'est pas ça seulement les droits humains. Oui, ça en fait partie.
Mais même si vous avez manifesté et que vous n'avez pas droit, vous n'avez pas mangé, vous pouvez manifester pendant une semaine. Je pense non. Et donc, ce que le gouvernement doit faire, en principe, comme je l'ai toujours dit, et nous le disons à la Coalition pour la sauvegarde des droits humains, les piliers essentiels qui fondent la dignité humaine et qui la protègent résident dans les droits économiques et socioculturels. Que nous allons d'ailleurs évoquer incessamment. Ça constitue l'un des sujets majeurs sur lesquels nous allons nous étaler. D'accord, donc j'attendrai qu'on y soit, mais c'est-à-dire que globalement aussi, dans la collaboration à l'international, l'État devrait choisir de bons partenaires à l'international qui peuvent aider à la promotion des droits humains. Mais à l'interne, il faut également former ses propres agents, tous les substituts, tous les représentants, quiconque a un mandat de l'État, du sommet jusqu'à la base, de la base jusqu'au sommet. Donc, ils doivent savoir ces notions de droits de l'homme. Ils doivent savoir comment le protéger, comment le promouvoir, parce qu'il s'agit des devoirs de l'État. L'État n'a pas la latitude, donc il n'a pas de choix. Il est obligé, et notre Constitution le dit, je crois, à l'article 60, que le droit humain s'impose au pouvoir public et à tout le monde. Donc, le respect des droits humains, que dis-je? Donc, le respect des droits humains s'impose au pouvoir public et à tout le monde. Donc, le protéger, promouvoir, donc protéger et rendre effectif, c'est-à-dire réaliser, mais également promouvoir, sont des devoirs clés de l'État en matière de droits de l'homme. Donc, ce n'est pas que ce qui a lingui ou bien... Non, ce n'est pas une latitude, donc, ce n'est pas une obligé de le faire. C'est un devoir, oui. Parce que nous verrons qu'en ne le faisant pas, l'État peut violer les droits humains parce qu'il s'est abstenu de protéger ou de promouvoir ou de réaliser, ou parce qu'il s'est empêché de le faire, ou simplement en ignorant le droit déjà consacré par les instruments juridiques pertinents, notamment internationaux, nationaux et régionaux. Donc, en tout cela, en ne le faisant pas respecter, en ne les reprenant pas dans sa loi, sa local law, dans sa loi interne, ou en ne protégeant pas les personnes humaines contre ceux qui violent ce droit-là, l'État pêche et viole le droit en cela. Donc c'est pourquoi je crois que ce débat mérite encore beaucoup, peut-être d'expertise, d'éclaircissement, pour qu'on comprenne à tout le niveau pourquoi et comment, qu'est-ce qu'on peut appeler droits humains, respect des droits humains, promotion des droits humains et réalisation des droits humains, dont le peuple, donc les personnes humaines, sont les ayants droit. Et l'État est redevable. Donc, c'est lui le créancier. Hein, il est le créancier, le débiteur de la réalisation des droits humains. Voilà, ça c'est très bien dit. Alors, en 1 minute ou 1 minute 30, aujourd'hui, il y a eu plusieurs cas d'arrestation des manifestants qui sont allés ici et là, comment je veux dire, s'opposer au fait à l'arrivée du président français Emmanuel Macron, ici en République démocratique du Congo, alors que la liberté de manifester est garantie par la Constitution de notre pays. Comment vous réagissez justement au comportement de nos agents de l'ordre? Oui, la liberté d'expression et de manifestation, pacifique, il faut le préciser, est garantie par tous les instruments juridiques internationaux et nationaux protecteurs des droits humains, et ne pas observer cela constitue dans le chef de l'État ou des pouvoirs publics constitue une violation des droits humains. C'est des droits civils qui doivent être dont doit jouir toute personne humaine où qu'elle se trouve. Néanmoins, on doit dire qu'il y a un encadrement juridique également à cela. Donc, une manifestation, mais il y a peut-être des préalables. Hein. Par exemple, dans notre pays, il faut aviser 48 heures avant. Mais toute la complexité de population qui s'exprime, par exemple, sur cette question, on ne saurait pas, parce qu'on sait, Emmanuel Macron, il venait, et c'est à peine, il est en Angola, et puis du coup, il est là. Et le peuple congolais a hâte de lui dire
Donc, ce qui est au fond du cœur de tous les Congolais, notamment ce qu'on lui reproche dans son soutien aux États autocratiques qui agressent la RDC. Le silence devant coupable. Tous ces milliers de morts coupables et complices, et sa mobilisation de la communauté européenne, de la communauté internationale pour soutenir, on l'a vu, appuyer l'armée rwandaise à hauteur, je crois, de 20 millions de dollars, quelque chose comme ça, sortie de l'Union européenne, une armée au Mozambique, on sait, qui veille, protège peut-être des intérêts français là-bas, et on voit Macron, par exemple, très actif sur ce terrain-là. On le voit aussi actif sur le terrain de la guerre en Ukraine. Avec le financement de plus ou moins 20 millions d'euros pour soutenir cette armée. Une armée rwandaise, une armée qui agresse la RDC, une armée qui collabore et entraîne les terroristes, une armée qui viole de fond en comble les droits humains et qui s'en fout éperdument. Et donc Macron, la RDC trouve que son gouvernement a perdu la crédibilité qu'avait la France. Donc la France de sous Macron est une France, on peut le dire alors, terroriste, est une France violatrice de droits humains, alors qu'on sait, jadis, on a toujours, quand on parle de la France, on prend la démocratie, on pense aux droits humains et tout ça. Mais aujourd'hui, on s'est dit, ce gouvernement tourné vers Kigali, tourné vers Kampala, des gens qui se foutent éperdument de droits humains, des gens qui n'ont rien à voir avec la démocratie. Et au-delà de ça, les Congolais se disent aussi, non, il y a même son soutien à la dame Mushikiwabo, à la francophonie, la rwandaise. Depuis 2010. Alors qu'ils ont migré vers le Commonwealth. Voilà. Et la RDC qui est un pays francophone. Depuis 2010, le Rwanda a claqué la porte de la francophonie et s'est tourné vers le Commonwealth. Et aujourd'hui, mais 2 fois, et sous l'impulsion de la France, c'est-à-dire sous l'impulsion, non pas de la France, mais de la France macronienne, parce que nous, on est amis des Français, on ne peut pas... Mais le régime en place, comme le disait Goïta, le régime en place à Paris, c'est ça le problème de la RDC, on doit le dire, on doit nommer le problème. Qui est Kagame pour agresser la RDC sans tous ces appuis-là? Et donc, où sont les sanctions? Les revendications des Congolais sont légitimes. Elles sont légitimes et donc ils n'avaient pas toute l'occasion, en dehors de la présence de Macron à Kinshasa, pour exprimer cela, pour exprimer ce ras-le-bol qui n'a fait que trop durer. Par exemple, il s'exprime sur des réseaux sociaux et donc on se dit, c'est un droit, il devait s'exprimer, l'occasion créa les larrons. Et donc, les en empêcher, c'est un musulman et qui doit se constituer en violation de droits humains. Exprimer, eux-mêmes d'abord, ils sont allés s'exprimer pour la cause des droits humains, y compris le droit aussi qui s'apparente au droit à la vie, c'est le droit à la paix. Il est un droit collectif, il est un droit de solidarité, c'est-à-dire que même la France a le devoir d'intervenir pour que la paix soit là. Mais il intervient pour qu'il y ait la guerre, pour qu'il y ait des pertes de vies humaines, de réfugiés, alors qu'en Ukraine, on ne voit pas le même Macron qu'on voit comme ça en Afrique. En Ukraine, non. Je me rappelle l'autre fois, lors de la visite de Zelensky en France et sa tournée européenne, Macron a mis sur son tweet, surtout, la Russie ne doit pas l'emporter. Et ne va et ne doit pas l'emporter. Maintenant, c'est avec Macron, c'est avec le régime de Macron en France qu'on sait aujourd'hui qu'il y a la différence entre l'humanité, entre droits humains. C'est aujourd'hui qu'on sait qu'il y a le droit humain des Européens et le droit humain des Africains ou des Congolais. Pendant 3 décennies, les Congolais souffrent. Et aujourd'hui, comme ils ont eu l'occasion, d'ailleurs il est venu de nuit, je crois que c'est via Brazzaville. Je crois que c'est pour sa sécurité parce que tous les Congolais ne juraient que par... donc lui... Est-ce que c'est réserver un accueil vraiment digne de ce qu'il fait en RDC? Bon, il est venu de nuit et il partira, semble-t-il, de nuit. Donc, il devait créer l'occasion pour le rencontrer. Empêcher aux Congolais de s'exprimer, c'est encore violer leurs droits. Les empêcher de sortir la colère
qui hante, qui ronge leur cœur depuis Donc ils ont 3 parlé, décennies. ils ont parlé. C'est plus qu'inhumain. Et donc, moi, s'il y en a qui se sont fait arrêter ou prendre, ou dont on a empêché de s'exprimer, c'est une violation flagrante des droits humains. Et ça ne peut pas passer. Donc, est-ce que nous allons nous atteler les sur ces comportements questions. des agents, les comportements des forces de l'ordre ne remettent-ils pas en cause les déclarations ou les affirmations faites par le président de la République parlant justement de l'amélioration des conditions des droits de l'homme? C'est tout ça que nous avons évoqué d'ailleurs. Parce que là où, en fait, si on parle, j'invoquais tout à l'heure la Constitution à son article 60, mais également la Déclaration universelle des droits de l'homme, parce que d'ailleurs c'était une reprise de l'article de la DUDH qui est dans notre Constitution. Ça signifie, quand on parle de pouvoir public, on voit toute personne agissant ou ayant mandat de l'État, agissant au nom de l'État ou ayant son mandat. Et qui même les policiers, le policier là, oui, c'est du sommet jusqu'à la base. Donc, et ça peut aller de la base jusqu'au sommet. Toute personne, bourgmestre, policier, militaire, donc gouverneur, donc jusqu'aux hautes autorités, quiconque a mandat de l'État et qui fait usage de restrictions de droits humains, sauf dans des circonstances prévues par la loi notamment, et donc il violait les droits humains. Et donc c'est contradictoire avec l'affirmation, je dis bien si c'est vrai, des gens se sont fait arrêter pour avoir manifesté, pour avoir voulu dire au gouvernement français actuel que sa coalition avec la bande terroriste, avec des sanguinaires, des gens qui se foutent de la démocratie, que la RDC reproche cela, et que son aliénation de la francophonie, alors qu'on sait que la RDC est francophone, je dirais même plus que la France. Et donc, parce qu'aujourd'hui, on voit le président français s'exprimer beaucoup en anglais, alors que le nôtre, c'est toujours en français. Donc, il y a lieu de dire que dans la RDC, maintenant, on n'a plus intérêt à cette francophonie. On n'a plus intérêt. Qu'est-ce que cela nous garantit? Parce que la francophonie, entre autres, a des objectifs aussi de protéger les droits humains et la démocratie. Exactement. Mais Macron foule cela au pied et on empêche à des milliers de Congolais de s'exprimer. Ça sera interprété comme violation des droits humains. Si c'est prouvé que des gens se sont fait arrêter pour ces causes-là, juste de s'exprimer. Alors, le président Macron, tout à l'heure dans son discours, aux côtés du chef de l'État Félix Tshisekedi, parlait d'une justice congolaise faible depuis les années 1974. Et donc, si la justice congolaise est faible, a fortiori les droits humains, et vous en tant qu'acteur de droits de l'homme, comment vous appréhendez cela, vous analysez cela? Bon, si je dois analyser d'abord son propre discours, je dirais qu'il s'est prévalu de ses propres turpitudes. Parce que si, en prenant d'abord l'année 1994, c'est-à-dire l'année du génocide au Rwanda, le génocide qui n'a jamais été planifié ni en RDC, ni au Rwanda, ni au Burundi, mais en Occident. Dans ce qu'ils ont appelé la tragédie de Grand Lac, dans ce qu'il est convenu aujourd'hui d'appeler tragédie de Grand Lac, ça n'a jamais été conçu ici. Alors, qui a demandé à la RDC d'ouvrir les portes aux réfugiés Hutus pendant qu'on les a fait vaincre au Rwanda, par exemple? N'est-ce pas la France? Je crois que Macron a un peu oublié où il fait fi, où c'est une autre manière de se moquer de Congolais. Parce que la passivité, aujourd'hui, parce qu'il a dit d'abord, j'ai suivi ce discours, il dit qu'on n'a pas réussi à remettre en place notre sécurité, à organiser notre intégrité territoriale. Oubliant qu'il y avait même une forte opposition du gouvernement zaïrois de l'époque. Mais l'ONU, la communauté internationale ont fait beaucoup de pression pour que Mobutu donne un couloir humanitaire aux Hutus. Les Français étaient à la frontière. S'il ne lit pas l'histoire, je crois qu'il faudra lui en réserver la copie, lui montrer qu'il y avait des Français, des militaires français au Rwanda. Il est allé, dans le passé, s'agenouiller devant Paul Kagame. Il n'y a pas longtemps, il était allé demander pardon pour le rôle de la France dans le génocide rwandais, n'est-ce pas? Alors, c'est pourquoi je dis, il n'ignore pas, mais c'est une moquerie de plus qu'il vient faire aux Congolais. Parce que c'est eux qui ont accompagné même les Hutus.
Personnellement, j'étais enfant, mais je vis des camps de Hutus protégés, soi-disant, par ces Français, par des militaires français, en RDC, au nom de la communauté internationale. Des militaires, de tous ceux qui se sont fait massacrer dans les forêts de la RDC, tout ça par le Rwanda. C'était sous quelle impulsion? Et la RDC n'a jamais cessé de rappeler cela à la communauté internationale. C'est ce qui sert aujourd'hui d'alibi à Kagame tout le temps. Même, les enfants nés en RDC aujourd'hui, Kagame leur a collé l'étiquette des génocidaires qui ne connaissent ni d'Adam ni d'Ève le génocide du Rwanda. Donc, tout ça est l'œuvre de la communauté internationale. Après ça, je crois qu'il ignore éperdument aussi l'évolution de la scène politique en RDC. Il y a, oui, on peut avouer l'erreur d'avoir eu peut-être dans le rang de la RDC, de notre armée, de notre police et tout ça, de gouvernants qui ont coalisé, mais sous l'influence de la même communauté internationale. Et la France, pas absente, elle a toujours joué son rôle. Elle a joué de un rôle sapeur aux important. pompiers. Alors, qu'il s'agisse de mécanismes d'accompagnement, parce qu'après qu'ils aient tué M. Laurent Désiré Kabila, il y a eu, voilà, ce qu'on a appelé 1+4 au pays. Et puis, il y a eu un mécanisme d'accompagnement de la transition, comment ils ont appelé, SIAT, donc quelque chose comme ça, de la communauté, donc mécanisme d'accompagnement de la transition ici de la communauté internationale. Et donc, c'est eux qui ont bricolé ce colmatage-là d'affaiblissement de notre armée. On ne doit pas l'oublier. Parce que quand on commence par les débuts, les miliciens sont l'œuvre de qui? Les Rwandais qui ont servi d'alibi à Paul Kagame jusqu'aujourd'hui pour agresser la RDC, n'est-ce pas l'œuvre de la communauté internationale? À l'interne, oui, il nous fallait, peut-être, on va dire, il y a une responsabilité des Congolais, voilà, quand vous votez et tout ça. Encore dans cela, il faut savoir, Kabila a été même courageux, peut-être, de dire, voilà, arrêtez maintenant avec vos aides, nous pouvons organiser nous seuls les élections. Il faut que ce soit des élections sans ingérence, tout ça. Parce que quand vous financez, en même temps, vous venez nous dicter ce qu'il y a à faire. Alors que nous, la jeunesse africaine aujourd'hui et la jeunesse congolaise en particulier est en train de se battre pour que la France-Afrique finisse, pour que l'exploitation de l'Europe par l'Afrique finisse et que le peuple soit souverain. Et cette autodétermination, j'en reviens, parce que je voulais y insister parce qu'il s'agit d'un droit humain également garanti. Le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Donc c'est un droit qui ne doit pas être violé sous aucun motif, sous aucun alibi. Et donc, oui, ça ne peut pas nous dédouaner. C'est une manière aussi de nous rappeler à prendre conscience et dire voilà, prochainement, dans notre mode d'élection, nous n'avons pas à accepter le dictat, nous n'avons pas à être légers. Nous devons nous organiser nous-mêmes personnellement à tous les niveaux et ne dépendre de qui que ce soit et de pouvoir mettre toutes les batteries en marche pour que nous soyons autonomes. Oui, et comment ça se passe? C'est parce que justement, il faut que notre droit à la paix d'abord soit respecté. Parce qu'il est impossible d'être en train de vous battre et organiser tout ça. Et c'est là où ils en profitent. Vous voyez? Et c'est eux qui sont derrière ça. Et donc, c'est eux qui créent même la situation de non-justice. C'est eux. Même la violation de droits humains. Je dis aussi, c'est en grande partie leur responsabilité. Parce que si nous avons la paix, nous revenons dans nos institutions, nous organisons. Celui qui n'a pas bien fait son travail, il est sanctionné. Parce que sincèrement, même la Bible le dit, seule la justice élève une nation. Mais quand nous parlons de justice, nous devons aussi parler de la justesse. Soyons nous-mêmes justes en parlant de notre justice. La justice signifie pas seulement rendre des bons verdicts, ça signifie que même celui qui administre la justice doit être dans ce droit. Est-ce qu'il a bien mangé? Est-ce qu'il est bien payé? Est-ce qu'il est bien logé? Est-ce qu'il est dans ce droit? N'est-ce pas? Et puis, les autres peuvent attendre aussi les leurs. N'est-ce pas? Voilà. Et tout ça, la sanction doit suivre. Elle n'est pas seulement négative, la sanction est également positive. Donc, il y a cet aspect à prendre en compte. Donc, ceux qui nous privent de la paix, ceux qui nous font la guerre, ceux qui financent cela, ce sont eux qui sont à l'œuvre pour que la justice ne soit jamais au rendez-vous dans notre pays, pour que la corruption ne finisse jamais. Et tout ça, leurs institutions, par exemple financières, sont toujours présentes au pays.
qu'est-ce qui s'améliore, M. Cassandre? Est-ce que c'est la vie des fonctionnaires? C'est la vie des policiers ou de nos militaires? Qu'est-ce qui est amélioré? En tout cas, depuis Mobutu, beaucoup à dire. Beaucoup à dire. Donc, voilà, donc beaucoup à dire par rapport à cet aspect. Je pense que nous aurons à organiser toute une émission pour en parler. Alors, aujourd'hui, nous avions prévu de parler de la condition des droits humains, mais d'abord, commençons dès les débuts. De manière beaucoup plus simple, conçue quand on parle des droits humains. C'est quoi? On n'aura pas assez de minutes pour en parler, mais là où on va s'arrêter, nous allons continuer. Les droits humains, de manière beaucoup plus simple. Bon, de manière simpliste, je dirais que les droits humains sont toutes ces garanties reconnues à l'humain. Quand je parle de l'humain, je vois la femme, l'homme, tout ça. Enfant, alors, petit, donc, tout ce qui grand. est humain, donc à la personne humaine. Donc, toutes ces garanties reconnues à l'humain et qui sont consacrées, lesquelles garanties sont consacrées par des instruments juridiques internationaux, régionaux et nationaux. Et quels sont ces instruments juridiques internationaux, nationaux ou encore régionaux? Ils sont tellement nombreux, monsieur le journaliste, on ne peut pas donc, les passer on saura pas les... fin, mais je ne peux peut-être qu'à titre exemplatif citer certains. Par exemple, au plan international, je peux parler de la pierre angulaire, c'est la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, du 10 décembre 1948, notamment qui était prise après les conséquences dévastatrices de la Deuxième Guerre mondiale. On s'est dit non, non. Donc même en temps de guerre ou en temps de paix, désormais, la vie humaine doit être préservée, doit être très précieuse, elle est sacrée. Et il y a, par exemple, je crois avoir cité le pacte, parce qu'il y a eu plusieurs conventions, plusieurs traités, mais le plus saillant, le plus percutant, on a par exemple le pacte international relatif aux droits civils et politiques. Nous avons de 1966, il y a le pacte international relatif aux droits économiques et socioculturels. Et les deux pactes que je venais de citer ont également des protocoles additionnels. Et au-delà de ça, il y a plusieurs autres, selon les domaines maintenant classifiés. Ça, c'est au niveau national, au niveau international. Au niveau régional, par exemple, vous avez la charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Vous avez, par exemple, vous avez le protocole de Maputo, par exemple, sur le droit des femmes et tout ça. Il y a aussi un protocole sur la protection des personnes handicapées. Il y a plusieurs aussi, donc catégoriellement parlant. Tous ces instruments juridiques protègent, disons, garantissent les droits humains. Oui, donc ce sont des instruments, comme nous appelons, des instruments juridiques protecteurs des droits humains, donc qui consacrent, qui définissent les circonstances dans lesquelles on peut parler, par exemple, de violation de droits humains ou de promotion de droits humains, de protection, qui établissent les bénéficiaires, la catégorisation et le mécanisme de protection de droits humains. Et donc, au niveau national, je n'ai pas dit, on peut parler de notre constitution d'abord, elle-même. Évidemment. Si vous la parcourez, d'ailleurs, je crois, de l'article 34 jusqu'à 48. D'ailleurs, on peut aller même jusqu'à 46, même à 60, que j'ai évoqué, parce que c'est l'article qui impose le respect au pouvoir public, le respect des droits humains. Donc, pratiquement, on peut dire que de l'article 34 à 60 de notre Constitution, c'est un instrument juridique national qui garantit les droits humains. Mais au-delà de ça, il y a plusieurs également lois organiques à l'interne, donc que l'État a édictées juste pour la protection des droits humains. Le droit des femmes, juste en application du protocole de Maputo. Et vous avez tout récemment ici, même la loi sur la protection des défenseurs des droits humains qui est en étude au Parlement. Vous avez le droit, la loi sur la promotion des droits des femmes et des personnes handicapées.
donc vivant avec handicap, comme on le dit, ou avec albinisme, et tous les droits catégoriels. Par exemple, on a une loi sur la protection des peuples autochtones. Et donc, tout ça, c'est autant d'instruments juridiques qui peuvent être invoqués pour défendre les droits, ou pour leur justiciabilité, ou pour leur protection, ou pour monitorer, par exemple, la violation lorsqu'il y en a, ou pour la dénoncer. Et donc, il y a plusieurs autres auxquels on peut faire recours. Par exemple, comme nous sommes dans les droits économiques et socioculturels, on ne peut pas se passer, par exemple, du traité de l'OIT, donc sur le droit des travailleurs, des travailleurs migrants et consorts. On ne peut pas se passer, par exemple, de la convention de l'UNESCO, sur la science, sur la culture et tout ça. Donc, il y a plein d'autres instruments connexes qu'on peut associer à tout cela. La Charte des Nations Unies, par exemple. Donc, il y a des... Donc, il y a vraiment... On peut aller... Voilà. Donc, il y a toute une ribambelle de textes qu'on ne saurait même pas ici. C'est comme ça, je disais, je vais les invoquer à titre exemplatif. Évidemment. Donc, on va les pénétrer lorsque l'occasion se pointera. Peut-être progressivement, et ça demande du temps. Oui. Qui peut protéger les droits humains? Qui peut protéger les droits humains? Je disais d'abord que c'est lui qui a le devoir de protéger les droits humains. Le débiteur. Oui, c'est l'État. Les débiteurs des droits humains. C'est l'État ou les pouvoirs publics, donc au pluriel. Parce que quand on voit pouvoir public, on voit tous les pouvoirs de l'État. En parlant du pouvoir exécutif, judiciaire, législatif. Et comme je le disais déjà, et c'est à tous les niveaux maintenant de la représentation de l'État. Quiconque a le mandat de l'État a ce devoir-là de protéger, pas la latitude, c'est une nuance importante, mais a l'obligation de protéger les droits humains. Chacun dans le secteur sur lequel il évolue, oui, mais pour le compte de l'État congolais. Voilà. Et non, quand je parle de l'État congolais, peut-être dans la spécificité de la RDC, de la RDC, mais donc dans tout, qu'il s'agisse de... parce que les droits humains sont universels. Ils sont universels, c'est parmi leurs caractéristiques. Et donc, partout, chaque pouvoir public, donc qu'on soit, comme on parlait, de la France, comme on parle des États-Unis ou de n'importe quel autre pays, donc c'est le pouvoir public qui ont la charge, l'obligation de veiller sur les droits humains. Et je parlais de 3 obligations principale en matière de droits humains. Donc, la protection, mais également la réalisation. Mais avant la réalisation, il y a aussi la promotion. Donc, promouvoir, protéger et réaliser. C'est des obligations de l'État en matière de droits humains, de réalisation de droits humains. Bien sûr, au-delà de ça maintenant, parce que vous m'avez posé la question de savoir qui est censé protéger les droits humains. Au-delà de ce devoir maintenant de l'État, c'est là où on peut entrer dans les mécanismes de protection. Il y a d'autres mécanismes de protection des droits humains, notamment à l'international, par exemple, comme on a dit. Vous avez le Conseil, ce qu'on appelle le Conseil des droits de l'homme, le Conseil des Nations Unies. Le Conseil des Nations Unies sur les droits de l'homme. Les droits de l'homme, par exemple, c'est un mécanisme. Vous avez vu notre président s'exprimer là-bas tout récemment. Et donc, c'est un mécanisme de protection parce que j'ai dit que dans la réalisation, tout comme dans la protection et dans la promotion des droits humains, l'État... Donc, l'État, en vertu des textes que nous avons invoqués, l'État peut se sentir par moments dépassé ou incapable de réaliser tout seul les droits humains et recourir à la coopération internationale. Donc, au niveau international, il y a cette superstructure maintenant qui doit également concourir à la protection des droits humains. Et on peut y aller, pour chaque catégorie de droits, par exemple, il y a un mécanisme en international. Par exemple, vous avez un comité, de droits civils et politiques à Genève. Vous avez un comité de droits économiques et socioculturels. Vous avez même des représentants donc, et des spécialistes sur les mécanismes, par exemple, pour les droits catégoriels, tout ça. Chaque droit, jusque dans les détails, si nous entrons dans les desks, vous avez promis que nous en parlerons. Ouais. Et donc,
vous verrez que même le droit à l'alimentation a une référence à Genève. Il y a un mécanisme qu'on peut saisir lorsque ces droits ne sont pas sont violés, par exemple, au niveau national, et on peut saisir ce mécanisme-là. Et après le mécanisme international ou superstructurel, si vous permettez le mot, il y a également au niveau régional cette collaboration. On peut parler de la Cour africaine des droits de l'homme. Tout comme si on est en Europe, il y a une Cour européenne des droits de l'homme, et tout ça, il y a des mécanismes, donc même des justices. Il y a également les défenseurs des droits humains et les organisations de droits humains que nous sommes. Et donc, c'est des personnes également qui ont, en fait, ils peuvent maintenant, parce que nous avons dit que le devoir incombe au pouvoir public, eux également par métier, par profession, ils peuvent, mais ça devient en même temps un devoir pour eux, mais au moins un devoir choisi de protéger les droits humains. Une organisation de défenseurs de droits humains ou un DDH ne se passera pas de protéger quand il le peut ou de promouvoir quand il le peut, comme nous le faisons même maintenant, ou de réaliser s'il en a la capacité, alors, ou de faire réaliser. Nous chutons déjà, je pense que nous allons continuer cette matière que nous abordons aujourd'hui. Mais avant de terminer, comment l'État peut promouvoir les droits de l'homme? Comment l'État peut promouvoir le droit de l'homme? La promotion, d'abord, signifie qu'il faut non seulement le mettre à la connaissance de tous, mais également à la portée de tous. Promouvoir signifie, comme notre Constitution le dit, nul n'est censé ignorer la loi, n'est-ce pas? Comme le disent les latins, nemo censet tu ignorare lege. Maintenant, c'est-à-dire que l'État a le devoir d'en faire la promotion, d'enseigner les droits humains, et notamment, comme je l'ai proposé tantôt, devait commencer par ses propres agents et la population aussi. Parce que quand on connaît bien ces droits, on les défend mieux. Donc, ça c'est une promotion. Mais également, en punissant, en sanctionnant leur violation, il en fait la promotion. Lorsqu'il y a des droits qui sont violés et que les gens, ceux qui ont violé les droits humains sont libres de mouvement, et donc là, l'État n'a pas protégé, n'est-ce pas? Dans sa promotion, même dans son rôle de protection des droits humains, il peut promouvoir, parce que la punition, la sanction qui est administrée à ceux qui ont violé, fait écho, et c'est aussi une manière de promouvoir. On donne un exemple avec, on a vu les gens, nous nous sommes beaucoup plaints sur la dame qui a été molestée, tout ça, sur l'ordre d'un agent de justice. Et puis après son arrestation, ça fait écho. Et puis les DDH, nous en avons parlé. Et dans l'opinion, vous sentez une certaine satisfaction. Là, c'est une promotion. Ah, donc on sait que, donc il a fait ça et il a été sanctionné. Donc ça ne doit pas se faire. Donc l'État devrait faire en sorte que les droits humains, notamment tous les traités auxquels il fait partie, qui protègent les droits humains, toutes les lois en la matière soient à la portée de tous les usagers des droits humains, de tous les êtres humains sous sa juridiction. Voilà, M. Karl Mouizé, nous avons épuisé notre temps par rapport à notre échange d'aujourd'hui. Un mot de clôture par rapport à ce que nous avons échangé aujourd'hui. Bon, parce qu'il fallait qu'on respecte la promesse. Les droits économiques et socioculturels, pour moi, qui sont orphelins, devraient être au rendez-vous. D'abord, on sait qu'ils fondent la dignité humaine. C'est-à-dire, quand on parle du droit à une bonne alimentation saine et suffisante, le droit à un logement décent, le droit au travail, dans des conditions, parce qu'il faut toujours nous rendre à l'évidence que quand on parle des droits humains, c'est sans aucune discrimination, ni de race, ni de sexe, ni d'âge, ni de la condition sociale ou économique, ni de taille, ni de quoi que ce soit, donc aucune discrimination. Maintenant, au-delà de ces droits que j'ai évoqués, le droit à l'éducation aussi, le droit à un environnement sain, et notamment, je ne peux pas oublier le droit à la paix que j'ai invoqué tantôt. Et donc, ces piliers-là, s'ils sont promis, le reste ira de soi. Donc, parce que c'est des droits qui touchent directement à la vie de la personne humaine censée être protégée par les droits humains. Et donc, j'encourage beaucoup l'État congolais à travailler sur ce pilier-là.
sur ces piliers de droits humains, et particulièrement des droits économiques et socio-culturels, pour accéder à une société juste, équitable et respectueuse de droits humains. Voilà, merci beaucoup, Monsieur Carlo Moïse. Il ne nous reste qu'à vous dire merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Et je pense que la matière étant abondante, nous allons poursuivre lors de notre prochaine occasion. C'est à moi de vous remercier, Monsieur Nico. Ce sera toujours un plaisir d'être au service des autres. Merci beaucoup. Chers Merci. téléspectateurs amoureux de votre magazine Droit pour tous, nous arrivons à la fin de l'échange d'aujourd'hui. Nous avons parlé aujourd'hui de la condition des droits humains en République démocratique du Congo. Nous avons évoqué plusieurs aspects, mais aussi nous avons passé en revue les cas d'arrestation des manifestants qui ont protesté contre l'arrivée du président Emmanuel Macron en République démocratique du Congo. Et nous avons reçu pour vous M. Karl Moïse Balimba, qui est le coordonnateur national de la Coalition pour la sauvegarde des droits humains. Merci à vous qui nous avez suivis avec attention. Le prochain rendez-vous, c'est pour la continuité de la matière échangée aujourd'hui. Pour l'instant, il ne reste qu'à vous dire au revoir, à la prochaine.